Est-ce qu'on est devant une maladie monogénique ou une maladie polygénique polyfactorielle? Bonjour à tous, je suis Alexandre Janin, je suis biologiste médical et j'exerce mon activité au sein d'un laboratoire de biologie moléculaire qui s'intéresse aux maladies cardiaques. Une des premières choses que je veux que l'on voit ensemble, ce sont les bases de la génétique avec le génome humain tout d'abord, qui est l'information génétique qui est contenue dans l'ensemble des cellules de l'organisme. On peut comparer ce génome humain à un grand livre avec l'ensemble des chapitres qui correspond à l'ensemble des chromosomes contenus dans la cellule. Ces chromosomes sont constitués d'une très grande molécule d'ADN, constituée d'un alphabet particulier, donc ce sont les bases A, T, C et G, avec finalement les phrases qui correspondent aux gènes qui contiennent l'information génétique importante pour la production de protéines. Du coup, lorsqu'on s'intéresse aux maladies génétiques, puisqu'on en dénombre entre 6 et 8 000 à ce jour, ces maladies génétiques correspondent au dysfonctionnement d'un ou de plusieurs gènes et reprennent des caractéristiques générales. Tout d'abord, le nombre de gènes impliqués. Ensuite, son mode de transmission, avec le mode de transmission mendélien le plus fréquent, que sont les transmissions autosomiques dominantes, autosomiques récessives ou récessives liées à l'X. Sa pénétrance étant le pourcentage d'individus qui vont développer la pathologie en portant pourtant bien la mutation responsable. Son expressivité, qui peut être variable, et qui va correspondre aux différents phénotypes portés par des individus portant la même mutation au sein d'une même famille. Ces maladies génétiques sont donc liées à des variations du génome, puisqu'il y a une très forte diversité génétique entre deux individus du même sexe. On parle d'environ 99,5% d'homologie entre deux individus, ainsi une variation toutes les 2000 paires de bases peuvent être identifiées. On comprend donc rapidement que ces variations ne sont pas toutes pathogènes. Il existe donc une classification des variations qui se fait en 5 classes, en fonction de leur caractère pathogène, avec les classes 4 et 5, qui sont les variations d'utilité clinique, puisque qualifiées de probablement pathogènes, ou pathogènes en fonction de notre degré de certitude. Pour réaliser ces classifications, on s'appuie sur différents outils, sur une cohérence avec le phénotype clinique du patient. On s'appuie sur les fiches de prescription reçues, mais également sur des réunions de concertation pluridisciplinaire réalisées en amont du diagnostic. On s'appuie aussi sur une étude familiale, savoir si la variation est identifiée chez le patient ou si elle a été héritée d'un parent, sur des données épidémiologiques, pour savoir si cette variation existe dans la population générale ou existe chez d'autres patients porteurs de la même pathologie. On s'appuie sur des données in silico, avec des logiciels de prédiction qui vont nous permettre de savoir si cette variation est prédite comme pathogène ou plutôt comme bénigne. Et enfin sur des données fonctionnelles, avec des modèles in vitro ou des modèles animaux permettant de reproduire une variation d'intérêt. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est qu'il existe une forte diversité génétique entre deux individus du même sexe, et donc que la très grande majorité des variations identifiées ne sont pas pathogènes. Notre travail est donc d'identifier et de classifier les variations en fonction de leur pathogénicité et de leur causalité du phénotype. Tout ceci s'appuie sur une donnée cruciale qui est le phénotype clinique, qui doit être le plus précis et le plus développé pour obtenir une interprétation la plus précise possible de nos variations.